observe un petit peu tout ce qui nous entoure, on s'aperçoit qu'il y a des objets que l'on va considérer comme des jeux et des objets que l'on va considérer pour quelque chose d'autre. Et tout ça, ça pose pas mal de questions. Ça pose une question fondamentale, c'est pourquoi il y a des objets que l'on considère comme des jeux et des objets que l'on ne considère pas comme des jeux. Et ça va encore plus loin, ça va jusqu'à poser la question pourquoi il y a des jeux que l'on considère comme étant plus des jeux que d'autres jeux. Pourquoi tel jeu vidéo est-il plus un jeu vidéo qu'un autre jeu vidéo? Donc là, c'est un petit peu, normalement, c'est un petit peu le fouillis. Mais on va essayer d'y répondre à travers un concept dans cette vidéo, qui est le concept de ludification. Lorsque l'on parle de ludification, en général, on fait référence à un seul phénomène. Les gens considèrent la gamification ou la ludification comme un processus qui inclut des éléments de gameplay dans des situations de non-jeu. Par exemple, vous allez ajouter un système de score dans votre activité professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est assez collectivement admis. Je veux dire, des processus de ludification, il y en a énormément, ou de gamification. Par exemple, vous avez très récemment YouTube qui a lancé une plateforme qui cherche par un système de jeu à récompenser le comportement de certains internautes qui participent à la plateforme. Donc ça aussi c'est critiquable puisque en fait c'est une forme de crowdsourcing, donc d'externalisation d'une activité professionnelle qui va être du coup non rémunérée. Donc ça pose pas mal de questions pour cette ludification. Et donc ça c'était intéressant puisque on avait vraiment ce processus de j'inclus des éléments de gameplay dans une situation qui n'est pas un jeu. Et ça, bon là aujourd'hui ça ne fait peut-être pas sens pour tout le monde parce que peut-être que vous considérez qu'on mélange pas mal aujourd'hui le jeu et le travail et d'autres choses. Mais par exemple, si on se replace dans les années 50, il y avait des situations très précises dans lesquelles on pouvait jouer et d'autres dans lesquelles on ne pouvait pas jouer. Par exemple, toujours si on garde le cadre de l'école, eh bien vous aviez des situations de classe où là, vous ne pouviez pas jouer, qui avait un petit degré de jouabilité. Et ça, cela s'opposait à des situations comme la récréation qui proposaient une grande jouabilité. Et à ce moment-là, on définit la jouabilité comme étant la caractéristique qui permet l'émergence de jeux dans une situation. Et ça, en gros, cette forme de ludification, c'est une définition. C'est celle qui est communément admise. Et donc, c'est la définition de Racens, de la gamification et de la ludification. Par contre, il y a une deuxième forme de ludification qui, elle, s'intéresse à comment on rationalise un jeu. Et donc ça, c'est la ludification au sens de Grimm et Fenberg, qui énonce en gros que on peut ludifier des jeux eux-mêmes. Et donc, la ludification de Grimm et Fenberg pose la question de comment on rationalise un comportement ludique en quelque chose de jeu. C'est-à-dire comment on transforme un comportement en quelque chose de rationnel qui va prendre par exemple la forme d'un objet. Prenons un exemple pour être un peu plus clair. Par exemple, vous avez le jeu du pierre-papier-ciseaux. Donc ça, c'est un comportement que vous pouvez avoir à deux ou à plusieurs. Donc un comportement ludique dans lequel en gros il s'agit de faire un pari. Et le pari, c'est le suivant. En gros, la forme que je vais prendre, donc pierre, papier ou ciseaux, va battre la forme que va choisir mon adversaire. Donc ça, c'est une situation de jeu, mais qui n'est pas forcément rationnelle parce que eh bien, tout le monde ne compte pas de la même façon. Est-ce qu'il faut un délai pour annoncer la forme que l'on choisit? Ça pose plein de questions au final. Est-ce que si moi j'ai plus d'expérience à ce jeu, est-ce que j'ai plus de probabilité de battre la personne qui n'en a pas, etc. Donc là, finalement, quand on décompose un petit peu pierre, papier, ciseaux, ce jeu-là, eh bien on s'aperçoit que ce n'est pas un jeu qui est très rationnel. Mais si on souhaite rationaliser cette expérience, on va ludifier le jeu pierre, papier, ciseaux. Par exemple, en faisant une application informatique dans laquelle les joueurs, les participants peuvent
avoir autant de temps qu'ils veulent pour choisir la forme qu'ils vont prendre, mais les formes sont annoncées en même temps, comme ça il ne peut pas y avoir de triche, etc. Et on peut imaginer plein d'autres mécanismes qui rationaliseraient cette expérience. Et donc vraiment, cette forme de ludification, c'est celle qui va dans l'autre sens. On a vraiment, pour un même concept, on voit que nous avons déjà deux définitions. La première, c'est comment on incrémente des situations de gameplay dans des situations de non-jeu. Et la deuxième définition, c'est comment on rationalise l'idée de jeu. Si on prend un exemple pour recoller à notre question du début de la vidéo qui était pourquoi un jeu vidéo est-il plus un jeu vidéo qu'un autre jeu vidéo? Eh bien, on peut l'expliquer par le processus de ludification. On peut supposer qu'un jeu vidéo est plus ludifié, on le considère plus comme un jeu vidéo parce qu'il est plus ludifié qu'un autre jeu vidéo. Alors aujourd'hui, on a un genre du jeu d'aventure qui émerge, qui s'appelle le Walking Simulator. Et le Walking Simulator, c'est déjà une expérience qui n'est pas communément admise comme une situation de jeu, comme des jeux vidéo. Et dans ces Walking Simulator, par exemple, on peut prendre un parangon. Un exemple vraiment qui illustre parfaitement bien le genre, c'est celui de Firewatch. Donc Firewatch qui est un très très bon jeu aussi, très intéressant. Et ça, en fait, on s'aperçoit que Firewatch est une expérience qui est extrêmement ludifiée par rapport à d'autres Walking Simulator. C'est le cas par exemple de Proteus. Et là, cela vous fait peut-être sortir de vos gonds quand je dis que Firewatch est plus ludifié que Proteus, mais je vais vous expliquer en 2-3 mots pourquoi. Par exemple, dans Firewatch, on a une narration, c'est-à-dire une mise en récit d'une suite d'événements qui a une forme spatialisée de couloir. Donc en fait, vous, joueurs, vous vous déplacez d'un point A à un point B pour faire avancer la narration. De même, dans Firewatch, il y a énormément d'éléments qui sont extra-diégétiques. Par exemple, on a énormément d'informations, de choix de dialogue, de lignes à balancer donc, avec les personnes avec lesquelles on discute. On a aussi des informations qui sont extra-diégétiques. Par exemple, quand on obtient un objet, eh bien, il y a une icône, on sait qu'il y a un inventaire qui réunit un ensemble de clés qui permettent d'ouvrir des lieux, qui autorisent le joueur à poursuivre l'aventure. Et donc finalement, quand on replace un petit peu Firewatch comme ça, quand on le recontextualise, quand on analyse un petit peu ces éléments, on s'aperçoit que c'est quand même une expérience qui est ludifiée, c'est-à-dire qui est rationalisée. Le joueur est pris par la main, on l'emmène d'un point A à un point B, et si le joueur n'a pas accompli l'ensemble des tâches qui permettent d'aller au point B, eh bien il ne peut pas poursuivre l'aventure. Par contre, Proteus, c'est totalement l'inverse. Dans Proteus, vous êtes totalement largué sur une île. Le démarrage du jeu est assez évocateur puisqu'on se réveille aux abords d'une île inconnue qui est déserte. On sait qu'il y a des éléments qui peuvent nous laisser penser qu'il y a eu une civilisation ou quelque chose, mais le joueur est totalement laissé à l'exploration de cette île. C'est-à-dire le joueur fait absolument tout ce qui lui est permis de faire et il n'y a pas de ligne directrice qui lui indique quoi faire dans Proteus. Et tout de suite, on s'aperçoit qu'avec ces deux objets, eh bien, il y a l'un des jeux qui est plus ludifié que l'autre jeu. Et mon hypothèse est que l'on va plus considérer ce jeu comme un jeu vidéo par rapport à l'autre. En gros, on va considérer Firewatch plus comme un jeu vidéo que Proteus. Et donc, cette forme de ludification, cette forme de rationalisation, explique aussi pourquoi certains jeux ne font pas l'unanimité chez les joueurs. Pourquoi certains joueurs considèrent des jeux vidéo comme totalement des jeux vidéo, alors que d'autres joueurs vont considérer ces objets plutôt comme des expériences, ou alors comme des fictions, ou un autre concept. Ils vont mettre un autre concept sur l'objet plutôt que celui de jeu vidéo. Et donc voilà, on a un petit peu vu, on a aperçu ce qu'étaient les ludifications des jeux et des jeux vidéo dans cette vidéo. D'un côté, la ludification, c'est comment on exporte des situations de gameplay ou des éléments de gameplay et comment on les incrémente dans des situations de non-jeu. Et de l'autre, la ludification, c'est aussi comment on rationalise l'expérience de jeu. Et si cela t'a intéressé, eh bien je t'invite à aller lire mon article sur chroniquevideoludique.com qui est bien plus précis que cette vidéo. En attendant, je te remercie énormément de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes et je te dis bien sûr à la prochaine.
Que eh bien, tout le monde ne compte pas de la même façon? Est-ce qu'il faut un délai pour annoncer la forme que l'on choisit? Ça pose plein de questions au final. Est-ce que si moi j'ai plus d'expérience à ce jeu, est-ce que j'ai plus de probabilité de battre la personne qui n'en a pas, etc. Donc là, finalement, quand on décompose un petit peu pierre, papier, ciseaux, ce jeu-là, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas un jeu qui est très rationnel. Mais si on souhaite rationaliser cette expérience, on va ludifier le jeu pierre, papier, ciseaux. Par exemple, en faisant une application informatique dans laquelle les joueurs, les participants peuvent avoir autant de temps qu'ils veulent pour choisir la forme qu'ils vont prendre, mais les formes sont annoncées en même temps, comme ça il ne peut pas y avoir de triche, etc. Et on peut imaginer plein d'autres mécanismes qui rationaliserait cette expérience. Et donc vraiment, cette forme de ludification, c'est celle qui va dans l'autre sens. On a vraiment, pour un même concept, on voit que nous avons déjà deux définitions. La première, c'est comment on incrémente des situations de gameplay dans des situations de non-jeu. Et la deuxième définition, c'est comment on rationalise l'idée de jeu. Si on prend un exemple pour recoller à notre question du début de la vidéo qui était « Pourquoi un jeu vidéo est-il plus un jeu vidéo ?» qu'un autre jeu vidéo, eh bien on peut l'expliquer par le processus de ludification. On peut supposer qu'un jeu vidéo est plus ludifié, on le considère plus comme un jeu vidéo parce qu'il est plus ludifié qu'un autre jeu vidéo. Alors aujourd'hui on a un genre du jeu d'aventure qui émerge, qui s'appelle le Walking Simulator. Et le Walking Simulator, c'est déjà une expérience qui n'est pas communément admise comme une situation de jeu comme des jeux vidéo. Et dans ces Walking Simulator, par exemple, on peut prendre un parangon. Un exemple vraiment qui illustre parfaitement bien le genre, c'est celui de Firewatch. Donc Firewatch qui est un très bon jeu aussi très intéressant. Et ça, en fait, on s'aperçoit que Firewatch est une expérience qui est extrêmement ludifiée par rapport à d'autres Walking Simulator. C'est le cas, par exemple, de Proteus. Et là, cela vous fait peut-être sortir de vos gonds quand je dis que Firewatch est plus ludifié que Proteus, mais je vais vous expliquer en 2-3 mots pourquoi. Par exemple, dans Firewatch, on a une narration, c'est-à-dire une mise en récit d'une suite d'événements qui a une forme spatialisée de couloir. Donc en fait, vous, joueurs, vous vous déplacez d'un point A à un point B pour faire avancer la narration. De même, dans Firewatch, il y a énormément d'éléments qui sont extra-diégétiques. Par exemple, on a énormément d'informations, de choix de dialogue, de lignes à... Et là, cela vous fait peut-être sortir de vos gonds quand je dis que Firewatch est plus ludifié que Proteus, mais je vais vous expliquer en 2-3 mots pourquoi. Par exemple, dans Firewatch, on a une narration, c'est-à-dire une mise en récit d'une suite d'événements qui a une forme spatialisée de couloir. Donc en fait, vous, joueurs, vous vous déplacez d'un point A à un point B pour faire avancer la narration. De même, dans Firewatch, il y a énormément
d'éléments qui sont extra-diégétiques. Par exemple, on a énormément d'informations, de choix de dialogue, de lignes à balancer donc, avec les personnes avec lesquelles on discute. On a aussi des informations qui sont extra-diégétiques. Par exemple, quand on obtient un objet, eh bien, il y a une icône, on sait qu'il y a un inventaire qui réunit un ensemble de clés qui permettent d'ouvrir des lieux qui autorisent le joueur à poursuivre l'aventure. Et donc finalement, quand on replace un petit peu Firewatch comme ça, quand on le recontextualise, quand on analyse un petit peu ces éléments, on s'aperçoit que c'est quand même une expérience qui est ludifiée, c'est-à-dire qui est rationalisée. Le joueur est pris par la main, on l'emmène d'un point A à un point B, et si le joueur n'a pas accompli l'ensemble des tâches qui permettent d'aller au point B, eh bien il ne peut pas poursuivre l'aventure. Par contre, Proteus, c'est totalement l'inverse. Dans Proteus, vous êtes totalement largué sur une île. Le démarrage du jeu est assez évocateur puisqu'on se réveille aux abords d'une île inconnue qui est déserte. On sait qu'il y a des éléments qui peuvent nous laisser penser qu'il y a eu une civilisation ou quelque chose, mais le joueur est totalement laissé à l'exploration de cette île. C'est-à-dire le joueur fait absolument tout ce qui lui est permis de faire et il n'y a pas de ligne directrice qui lui indique quoi faire dans Proteus. Et tout de suite, on s'aperçoit qu'avec ces deux objets, eh bien, il y a l'un des jeux qui est plus ludifié que l'autre jeu. Et mon hypothèse est que l'on va plus considérer ce jeu comme un jeu vidéo par rapport à l'autre. En gros, on va considérer Firewatch plus comme un jeu vidéo que Proteus. Et donc, cette forme de ludification, cette forme de rationalisation explique aussi pourquoi certains jeux ne font pas l'unanimité chez les joueurs. Pourquoi certains joueurs considèrent des jeux vidéo comme totalement des jeux vidéo, alors que d'autres joueurs vont considérer ces objets plutôt comme des expériences, ou alors comme des fictions, ou un autre concept. Ils vont mettre un autre concept sur l'objet plutôt que celui de jeu vidéo. Et donc voilà, on a un petit peu vu, on a aperçu ce qu'étaient les ludifications des jeux et des jeux vidéo dans cette vidéo. D'un côté, la ludification, c'est comment on exporte des situations de gameplay ou des éléments de gameplay et comment on les incrémente dans des situations de non-jeu et de l'isme qui rationaliserait cette expérience. Et donc vraiment, cette forme de ludification, c'est celle qui va dans l'autre sens. On a vraiment, pour un même concept, on voit que nous avons déjà deux définitions. La première, c'est comment on incrémente des situations de gameplay dans des situations de non-jeu. Et la deuxième définition, c'est comment on rationalise l'idée de jeu. Si on prend un exemple pour recoller à notre question du début de la vidéo qui était pourquoi un jeu vidéo est-il plus un jeu vidéo qu'un autre jeu vidéo? Eh bien, on peut l'expliquer par le processus de ludification. On peut supposer qu'un jeu vidéo est plus ludifié, on le considère plus comme un jeu vidéo parce qu'il est plus ludifié qu'un autre jeu vidéo. Alors aujourd'hui, on a un genre du jeu d'aventure qui émerge, qui s'appelle le Walking Simulator. Et le Walking Simulator, c'est déjà une expérience qui n'est pas communément admise comme une situation de jeu, comme des jeux vidéo. Et dans ces Walking Simulator, par exemple, on peut prendre un parangon. Un exemple vraiment qui illustre parfaitement bien le genre, c'est celui de Firewatch. Donc Firewatch qui est un très très bon jeu aussi, très intéressant. Et ça, en fait, on s'aperçoit que Firewatch est une expérience qui est extrêmement ludifiée par rapport à d'autres Walking Simulator. C'est le cas par exemple de Proteus. Et là, cela vous fait peut-être sortir de vos gonds quand je dis que Firewatch est plus ludifié que Proteus, mais je vais vous expliquer en 2-3 mots pourquoi. Par exemple, dans Firewatch, on a une narration, c'est-à-dire une mise en récit d'une suite d'événements qui a une forme spatialisée de couloir. Donc en fait, vous, joueurs, vous vous déplacez d'un point A à un point B pour faire avancer la narration. De même, dans Firewatch, il y a énormément d'éléments qui sont extra-diégétiques. Par exemple, on a énormément d'informations, de choix de dialogue, de lignes à balancer donc, avec les personnes avec lesquelles on discute. On a aussi des informations qui sont extra-diégétiques. Par exemple, quand on obtient un objet, eh bien, il y a une icône, on sait qu'il y a un inventaire qui réunit un ensemble de clés qui permettent d'ouvrir des lieux qui autorisent le joueur à poursuivre l'aventure.
Et donc finalement, quand on replace un petit peu Firewatch comme ça, quand on le recontextualise, quand on analyse un petit peu ces éléments, on s'aperçoit que c'est quand même une expérience qui est ludifiée, c'est-à-dire qui est rationalisée. Le joueur est pris par la main, on l'emmène d'un point A à un point B, et si le joueur n'a pas accompli l'ensemble des tâches qui permettent d'aller au point B, eh bien il ne peut pas poursuivre l'aventure. Par contre, Proteus, c'est totalement l'inverse. Dans Proteus, vous êtes totalement largué sur une île. Le démarrage